ici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Indépendance ou consentement ? Pourquoi le mot Syrie pose-t-il problème ? Où en sont les opérations en Palestine ? Quelle est l'entrée d'Allenby à Jérusalem ? Comment joue l'opposition sioniste des Français ? Et quel est le problème arabe, c'est-à-dire pour les Arabes du Proche-Orient après la déclaration Balfour ? Quelles sont les connaissances des experts américains et quels sont les enjeux des 14 points de Wilson, prônant notamment la fin de la diplomatie secrète et des guerres de conquête ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne au cœur des dernières années du premier conflit mondial, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914 ». Nous retrouvons la problématique des peuples dominés qui se révoltent, qui aspirent à l'indépendance. Comment au sein du premier conflit mondial s'affirment aussi les guerres de libération nationale. Dans sa présentation, l'historien orientaliste rappelle, et je le cite, que l'effondrement de l'Empire ottoman a évidemment créé des successions d'États homogènes de populations, ce qui a engendré aussi bien dans le Caucase, dans les Balkans, au Proche-Orient, ce qu'on a pu appeler des terres de sang, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les constructions étatiques étaient faites sur la base d'épuration ethnique, de déplacements forcés de population, voire de génocide. L'Anatolie a été une terre de sang durant la Première Guerre mondiale et les années qui ont suivi, ce qui fait qu'il y a eu une relative homogénéisation ethnique, relative puisqu'il reste maintenant encore face à face les Kurdes et les Turcs en Anatolie avec des violences qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les terres de sang sont devenues la Syrie et l'Irak. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence le 29 novembre 2017, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. La dernière fois, je vous ai laissé à l'annonce de la prise de Jérusalem par les Britanniques le 8 décembre 1917, avec l'idée que de toute façon, après cela, les opérations militaires s'arrêtent en Palestine, d'abord parce que la saison est terrible. L'hiver 1917-1918 sera un hiver particulièrement froid au Proche-Orient, parce que contrairement à ce que d'aucuns pensent, il neige dans ces régions. Il m'est arrivé de me tomber dans des tempêtes de neige au Levant. Et ensuite, tout simplement parce qu'on est sur un sideshow, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un théâtre secondaire d'opération. Tout le monde a parfaitement compris que le sort de la guerre et donc du Proche-Orient va se jouer au printemps et en France, c'est-à-dire quand vont arriver les divisions allemandes de Russie qui vont être dégagées puisque la Russie est hors de combat et va bientôt signer la paix avec l'Allemagne. Donc ce sera une lutte de vitesse entre le moment où les Allemands auront la supériorité numérique avec l'arrivée des divisions du front russe et le moment où la montée en puissance des armées alliées se concrétisera grâce à l'arrivée d'1 million et quelques de soldats américains. Donc il y a, et évidemment opérationnels, prêts à se battre. Donc il y aura ce moment clé, donc par conséquent, c'est pas la peine de se battre pour l'instant au Proche-Orient. Et d'ailleurs, Allenby se voit retirer 2 divisions qui partent sur le front français, puisque c'est là où se jouera l'avenir. Alors, au moment de cette 3e bataille de Gaza, qui était en fait une bataille de Beersheba, c'est le moment où le gouvernement britannique est amené à prendre la décision concernant sur le texte adressé aux sionistes. Celui qui est le plus opposé au texte négocié avec la délégation sioniste, avec Weizmann, c'est Edwin Montagu, qui est une grande famille juive, l'aristocratie juive britannique, mais qui est en même temps secrétaire d'État à l'Indian Office. C'est-à-dire qu'il a la charge du ministère de l'Inde.
Son opposition est double. Il parle à la fois au nom des Juifs assimilés qui refusent le nationalisme juif proposé par les sionistes et qui pensent que si on reconnaît l'existence d'un peuple juif ayant une patrie, et bien à ce moment-là, tous les Juifs du monde risquent d'être considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Et d'autre part, l'autre argument, c'est que Montaigu se pose en porte-parole des musulmans indiens et il pense que les musulmans indiens ne pourront pas accepter de voir la troisième ville sainte de l'islam tomber aux mains du mouvement sioniste. Donc il parle à la fois au nom des musulmans et des juifs assimilés. Face à lui, on ressort les arguments essentiels. D'abord, ça permet de démanteler les accords d'Ykes-Picot, et d'autre part, cela permettrait d'avoir le soutien des Américains et des Russes. Alors, on est allé sonder le président Wilson, qui a donné une approbation de principe, mais refusant de prendre une position publique. Quant aux Russes, on pense que les révolutionnaires russes, on ne sait pas très bien ce qui se passe à Pétrograd à cette époque-là, sont plus ou moins contrôlés par les Juifs. Dans le cabinet britannique, le dernier à résister en dehors de Montaigu, c'est Lord Curzon, le vieil impérialiste, qui a l'énorme défaut par rapport aux autres, c'est de connaître le pays. Puisque ça a été quelqu'un qui s'est rendu inlassablement dans les régions du Proche-Orient depuis les années 1890. C'est un voyageur, un travelogue, comme on dit en anglais à l'époque. Et pour lui, tout simplement, ce projet de foyer national juif est une impossibilité en raison des ressources naturelles de la région. Et en plus, les habitants s'y opposeront. Le sujet est discuté au début du cabinet de guerre du 2 novembre 1917. Il faut bien comprendre que le 2 novembre 1917, ce n'est pas la préoccupation principale du gouvernement britannique. L'armée française a été ébranlée par les mutineries. On va bientôt arriver des troupes allemandes de Russie. Donc tout ça, c'est un sujet secondaire qu'on exécute en quelques minutes avant d'aborder le vrai sujet du cabinet de guerre, qui est la réunion franco-britannique de la semaine suivante, qui doit décider du sort des opérations. Ce qu'on ne peut pas savoir au 2 novembre, c'est que dans 10 jours, Clémenceau va prendre des commandes en France et raidir la conduite française pour l'amener à la victoire. Je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre. Le mot d'ordre. Mais le 2 novembre, on ne le sait pas encore. Clémenceau n'est pas encore arrivé au pouvoir. Alors, Lord Balfour dit qu'il faut donc s'attirer les sympathies américaines et russes, et Curzon s'incline, parce que de toute façon, comme il dit, ça n'a aucune importance pour le moment. On verra les conséquences dans quelques années. La priorité, c'est l'actualité. D'où l'approbation de ce qui entrera dans l'histoire sous le nom de déclaration Balfour, adressée à Lord Rothschild, puisque c'est le président plus ou moins honorifique de la Fédération sioniste britannique. Donc le gouvernement britannique envisage favorablement, pas plus, l'établissement en Palestine, pas dans toute la Palestine, en Palestine, d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités, en anglais communities, non juives existant en Palestine, soit aux droits et aux statuts politiques dont les juifs disposent dans tout autre pays. Alors, vous voyez évidemment la dissymétrie entre des gens qui ne sont pas nommés ou sont nommés négativement, non juifs, et qui n'ont que des droits civils et religieux, et ceux qui sont nommés positivement et qui ont des droits politiques. Toutes les polémiques, négociations, interprétations de la déclaration Balfour et toute l'histoire du mandat britannique va se jouer sur l'interprétation de ces phrases. Le texte est publié le 10 novembre
1918. Donc on est en totale ironie de l'histoire, puisque la révolution dite d'octobre a lieu le 8 novembre. Donc l'influence supposée des Juifs russes sur le gouvernement russe disparaît avec la prise de pouvoir des bolcheviks. Non pas qu'il n'y ait pas des Juifs chez les bolcheviks, il y en a au plus haut niveau, mais ils sont farouchement antisionistes. Et quant aux Juifs américains, en réalité, c'est complètement dépassé. Oui, avant l'entrée en guerre, c'était les banques juives, entre autres, qui finançaient l'effort de guerre franco-britannique, en tout cas les achats de produits américains. Mais depuis avril 1917, c'est le gouvernement américain qui finance directement les achats franco-britanniques et non plus les banquiers. Donc, ce texte tombe complètement à plat par rapport à ses objectifs. Ce qui en restera, d'ailleurs, on voit très bien dans les archives dans les années 1920, c'est que les Britanniques se disent « on a fait ça pour quelque chose d'important, mais on ne sait plus pourquoi ». Parce qu'il y a un problème d'interprétation, ils ne savent plus exactement pourquoi ils avaient fait ça. En Égypte, le texte arrive donc le 11, le temps d'une journée pour que les journaux arrivent en Égypte, et la réaction immédiate est extrêmement négative. Les milieux religieux s'inquiètent pour l'avenir des lieux saints musulmans et le sort des habitants arabes, qui annoncent tout de suite qu'ils résisteront à toute tentative de dépossession et qu'on l'a donc vers un affrontement violent. Alors, certes, les habitants arabes de la Palestine ne sont définis que négativement dans le texte de la déclaration Balfour, mais du fait même qu'on les distingue des autres Arabes, on introduit une séparation entre les Palestiniens et les autres Syriens. Et on le voit très bien dans les archives, puisque dès le 11 novembre 1917, le mot palestinien apparaît de plus en plus souvent dans les correspondances diplomatiques du Caire, puisque c'est le seul endroit où on a une perspective sur le Proche-Orient à ce moment-là. En un sens, et en dépit de la négation, la déclaration Balfour fait naître immédiatement, comme par défaut, une identité politique palestinienne, puisqu'elle diffère de l'identité politique des autres peuples arabes du Proche-Orient. Alors, tout ça, c'est revenir maintenant au 11 décembre, pardon. Comme d'habitude, Sykes a frappé, c'est-à-dire qu'elle a organisé le décorum de l'entrée d'Allenby à Jérusalem. Comme l'empereur Guillaume II était entré à cheval, le commandant en chef britannique entrera à pied en humble pèlerin du Christ dans la ville sainte. Ce qui compte en dehors du rituel, c'est que Allenby, immédiatement après l'entrée humble à Jérusalem, proclame la loi martiale sur toute la Palestine, ce qui lui permet de rejeter les demandes françaises de participation à l'administration, puisque la loi martiale gèle toute action politique, et accessoirement, ça gèle aussi les actions sionistes, puisque tout est gelé par la proclamation de la loi martiale. Alors jadis, je m'étais amusé à opposer la description très belle que T. Lawrence fait de la scène de la loi martiale dans les 7 piliers de la sagesse, et la version qu'en donne Georges Picot dans la correspondance diplomatique. C'est assez amusant de comparer les deux textes, puisque Picot raconte ça avec beaucoup d'humour, puisqu'évidemment il proteste. Alors, déjà en Irak, les Anglais, avec la prise de Bagdad, avaient aussi proclamé la loi martiale, ce qui avait interdit aux Français de réouvrir leur consulat à Bagdad. Mais en Irak, là encore, on ne bouge pas beaucoup. On bougera un petit peu au printemps parce que commencent à arriver les premières voitures blindées et qu'on se fournit au pétrole d'Abadan, donc en Iran, pas très loin, pour faire tourner ça. Mais on ne va pas aller plus loin puisque, encore une fois, les Anglais ont compris qu'il était un peu pénible de faire des opérations militaires en plein été en Irak
vu qu'il fait du 50 degrés à l'ombre. Alors, dans tout ce moment-là historique, ce qui est en train de naître, c'est un nouveau terme, celui des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, la self-determination. Celui qui ouvre le feu, c'est Trotsky. Le 29 décembre 1917, lors des négociations de Brest-Litovsk, face à l'accusation de défection proférée par les Alliés, il répond que si on admet le droit de disposer d'eux-mêmes aux Alsaciens, Lorrains et aux peuples slaves d'Europe centrale, alors il faut en faire de même pour les peuples d'Irlande, d'Égypte, d'Inde, Madagascar, Indochine et autres colonisés, comme la Révolution russe vient de reconnaître le droit des peuples pour la Finlande, l'Ukraine, la Russie blanche et autres territoires. Du coup, le 5 janvier 1918, c'est Lloyd George qui, le premier chez les Alliés, utilise le terme self-determination dans un discours sur les buts de guerre de son pays. Il affirme que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le consentement des gouvernés, doit être à la base du futur règlement territorial, comprenant l'Alsace-Lorraine et la Pologne. En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, il insiste sur la nécessité d'un authentique self-government fondé sur de vrais principes démocratiques. Il étend les mêmes principes aux territoires aux Ottomans et même aux colonies allemandes, dont les habitants doivent être consultés. Donc, on est, si vous voulez, dans la continuité. Finalement, depuis 1915, les belligérants passent leur temps à essayer de soulever les populations des autres empires, enfin des empires adverses. Et donc, à la limite, c'est la conclusion logique du travail de subversion que chaque camp fait de l'autre, qui est cette orientation vers la self-determination. Du côté américain, Wilson se doit définir des buts de guerre des États-Unis, d'autant plus qu'il n'est qu'associé à la France et à la Grande-Bretagne. Il a décidé la création d'une commission d'enquête qui s'appellera The Inquiry, l'enquête, composée d'universitaires. C'est la première fois qu'on va utiliser massivement des universitaires pour préparer les dossiers diplomatiques. Alors, les responsables, donc ces universitaires américains qui forment la commission d'information, si vous voulez, ont une assez bonne connaissance des situations européennes, mais pas du reste du monde. Un mémorandum est sorti du travail de la commission d'enquête ou d'information, et Wilson, avec son conseiller, le fameux colonel entre guillemets House, en font une synthèse qui a abouti à un texte en 14 points qui a été juste devancé par le discours de Lloyd George, puisque c'est le 8 janvier 1918 qu'il y a le fameux discours de Wilson au Congrès énonçant les 14 points. Le préambule insiste sur la fin des guerres de conquête et d'agrandissement, ainsi que sur la diplomatie secrète, la fin de la diplomatie secrète. La guerre en cours est une guerre contre les puissances impérialistes. Les premiers points ont une portée générale sur la nécessité d'une diplomatie transparente, la liberté de navigation, l'égalité de conditions de commerce, la réduction des armements. Les points suivants concernent l'Europe, sauf le fameux point 12 qui nous intéresse directement. Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devrait être assurée la souveraineté et la sécurité. Mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome, toujours ce self-government. Quant aux Dardanelles, elles devraient rester ouvertes en permanence afin de permettre le libre passage aux vaisseaux et au commerce de toutes les nations sous garantie internationale. Et le dernier point, le point 14, annonce la création d'une association générale des nations garantissant la liberté et l'intégrité territoriale des États. Alors, vous connaissez le mot de Clémenceau sur les 14 points. Il avait dit « Dieu s'était contenté de 10 ». En tout cas, ce célèbre discours va servir de référence au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que le terme n'apparaît pas dans les 14 points. En réalité, Wilson utilisera peu le terme self-determination,
et parle plutôt d'autonomie et de consentement des populations. C'est donc toute une ambiguïté historique, puisque d'un côté, vous aurez un mouvement mondial qu'on va définir comme le wilsonisme, qui va être une immense aspiration des peuples au droit de disposer d'eux-mêmes, et en fait, une position des présidents des États-Unis qui est beaucoup plus prudente que celle que lui attribue. Ainsi, dans son discours du 6 avril 1918, condamnant la volonté allemande de construire un empire visant à la maîtrise du monde où il n'y a pas de place pour le droit libre des peuples à se disposer d'eux-mêmes, the principle of the free self-determination of nations, il fait immédiatement un correctif à la presse 2 jours après, affirmant qu'il n'était pas question d'imposer un gouvernement à une nation. Il ne combat pas pour la démocratie, sauf pour les peuples qui veulent la démocratie. Mais il ne s'agit pas d'imposer la démocratie à des peuples qui n'en veulent pas. C'est d'où le problème des ambiguïtés du wilsonisme. Si le débat entre les buts de guerre, le débat est devenu au centre de toutes les préoccupations, c'est tout simplement parce que la guerre est en train de se terminer. Donc maintenant, on est dans la projection vers l'avenir, puisque les grandes offensives du printemps elles démarrent justement le 21 mars 1918. Ce sont les fameux coups de boutoir de Ludendorff, destinés à briser le front allié. Mais les Alliés tiennent car ils ont un atout considérable, des flottes de camions. Autrement dit, il faut comprendre le schéma des coups de boutoir. Ludendorff concentre un certain nombre de divisions pour frapper à un point précis du front. Le front franco-britannique cède, mais immédiatement par canyon, des milliers de soldats sont envoyés pour colmater la brèche. Et au bout d'un certain temps, l'avance allemande est enrayée et il faut plusieurs semaines pour que Ludendorff, toujours par train, remonte une nouvelle offensive. Et de nouveau, même schéma, le front craque, mais ensuite, par camion, les réserves franco-britanniques arrivent à enrayer l'offensive. Autrement dit, dans la phase cruciale entre fin mars et la mi-juillet 1918, la victoire alliée va dépendre exclusivement de milliers de camions qui permettent à la logistique franco-britannique de pouvoir parer à chaque coup de l'armée allemande. Selon le mot de leur Curzon, la victoire a été remportée sur un flot de pétrole. Et évidemment, tous les autres fronts sont stationnaires, puisque tout le monde sait que ça ne sert à rien de se battre ailleurs, que tout se joue sur la ligne entre la mer du Nord et la Suisse. Alors, par contre, il y a le problème arabe. Déjà, enfin, ils sont toujours là. Sykes, dès novembre, a commencé à comprendre qu'il y avait un mécontentement chez les Arabes du Proche-Orient à la suite de la déclaration Balfour. Et il plaide pour une coopération arabo-juive, mais il faut se faire entendre sur place. Et donc, le chef de l'Arabe Bureau, l'archéologue Hogarth, c'est-à-dire le patron universitaire de T. Hans, est envoyé à Jeddah pour en discuter avec le shérif Hussein, qui est plus préoccupé par les Ibn Saoud que par les sionistes. Il en ressort ce que l'on va appeler la déclaration Hogarth, dans laquelle il est dit « Les puissances de l'entente ont décidé que le peuple arabe recevra la possibilité pleine et entière de se reconstituer en tant que nation, ce qui ne peut être obtenu que par une unification réalisée par les Arabes eux-mêmes. La politique de l'Angleterre et de la France aura en vue la poursuite de ce but. En ce qui concerne la Palestine, nous ne voulons pas qu'un peuple soit le vassal d'un autre, mais il doit y avoir un régime spécial et approuvé par le monde entier pour administrer des lieux saints, compte tenu du fait qu'il y en a en Palestine des sanctuaires sacrés, dans certains cas pour les musulmans seuls, les juifs seuls, les chrétiens seuls, et dans d'autres cas pour 2 d'entre ces groupes religieux ou pour les 3. Cela d'autant plus que ces lieux concernent de grandes masses humaines en dehors de la Palestine et de l'Arabie.
B. En ce qui concerne la mosquée d'Omar, c'est-à-dire la mosquée d'Aqsa, elle sera considérée comme d'un intérêt uniquement musulman et ne sera soumise ni directement ni indirectement à aucune autorité non musulmane. Troisièmement, puisque l'opinion juive dans le monde est favorable à un retour des Juifs en Palestine, que cette opinion restera un facteur permanent et que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement la réalisation de cette aspiration, le gouvernement de Sa Majesté est décidé à ce qu'aucun obstacle ne soit placé sur la route menant à la réalisation de cet idéal, dans la mesure où cela est compatible avec la liberté à la fois politique et économique de la population actuelle. Donc, on a un texte de Hogarth très différent de celui de la déclaration Balfour. Et en plus, la déclaration comprend le paragraphe suivant. Dans cette perspective, la sympathie du judaïsme mondial à la cause arabe signifie la soutenir partout où les Juifs ont une influence politique. Les dirigeants du mouvement sioniste sont résolus à fonder le succès du sionisme sur l'amitié et la coopération avec les Arabes. Et une telle proposition ne doit pas rejetée à la légère. Autrement dit, ce sont les Britanniques qui expliquent aux Arabes que les Juifs ont une grande influence sur le cours des événements mondiaux et qu'ils auraient intérêt à se plier à cette réalité. Alors ensuite, on dit que les Arabes sont un peu conspirationnistes, mais enfin, bon, ils ont eu des maîtres. En avril 1918, la loi martiale débouche sur la constitution d'une administration militaire des territoires ennemis occupés, Occupied Enemy Territory Administration, OETA. Donc entre nous, maintenant, on dira OETA. Les Français mènent une politique de harcèlement, de piqûre d'aiguille, comme ils disent, au nom du protectorat catholique de la France, et les Britanniques sont à la fois obligés de reconnaître que la loi martiale ne fait que geler la situation, ne crée pas de nouveaux droits, mais en même temps font comme si l'accord Sykes-Picot n'existait plus. Et on envoie une commission sioniste en Palestine pour tenter de calmer les appréhensions arabes. Alors, la commission sioniste, elle est présidée par Weizmann. Le représentant français, c'est Sylvain Lévy, adianiste, professeur au Collège de France. Donc il y avait un autre futur là qui était Louis Massignon. Sur le terrain, et Sylvain Lévy est à la fois le président de l'Alliance israélite universelle, l'homme proche d'Edmond Rothschild, mais en même temps assez hostile au sionisme politique. C'est des situations compliquées dans lesquelles se trouve le judaïsme français au début du XXe siècle. Lors du passage au Caire de la commission en mars 1918, Weizmann refuse de donner des assurances écrites demandées par les représentants arabes, comme l'inviolabilité des lieux saints, l'égalité des droits des communautés, la protection du paysanat arabe et l'interdiction de procéder à des faits accomplis. En avril, la commission arrive à Jérusalem et travaille d'abord à réorganiser les institutions juives de Palestine et préparer les projets de colonisation. La discussion avec les notables arabes porte sur le problème de l'égalité des droits. Les Arabes disent qu'ils sont prêts à accepter une égalité des droits, mais pas plus, pas de supériorité des droits sionistes sur les autres droits. Et Weizmann s'indigne de ce que les Arabes ne comprennent pas qui est le maître ici, que c'est à prendre ou à laisser. Du coup, le passage de la commission commence à conduire à une radicalisation des positions des Arabes de Jérusalem, puisque l'essentiel se passe à Jérusalem, et commence à se doter de mouvements politiques. C'est-à-dire que pour les Britanniques, des fois que les Arabes font des politiques, ils cessent d'être des nobles descendants du désert bédouin pour devenir de mauvais levantins. Ça, c'est la logique mentale britannique. Quant à Weizmann, lui, il ne supporte pas la loi martiale parce qu'elle interdit les transferts fonciers. Elle marche dans tous les sens, cette loi martiale. Donc, il obtient une rencontre avec l'émir Faisal le 4 juin en Transjordanie. Il lui explique que dans l'avenir, il aurait intérêt à obtenir le soutien
de l'ensemble des Juifs du monde contre la constitution d'une Palestine juive. Faisal ne prend pas d'engagement, renvoyant la décision politique à son père, le roi Hussein, puisqu'il est maintenant roi Hussein. D'ailleurs, à ce moment-là, les bolcheviks ont publié le contenu de l'accord de Sykes-Picot, ce qui était d'ailleurs pas un scoop, puisque tout le monde en connaissait à peu près la teneur. C'était même plutôt, pour les gens du Proche-Orient, une bonne nouvelle dans la mesure où ils pensaient que c'était beaucoup plus dur, l'accord secret franco-britannique, puisqu'on pensait y voir la grande Syrie française, tandis que là, elle n'existe pas dans l'accord Sykes-Picot, la grande Syrie des Français. Néanmoins, pour calmer le jeu, les Anglais font une troisième déclaration, le 11 juin 1918, aux Syriens du Caire, affirmant que les terres libérées par la révolte arabe jouiraient d'une parfaite indépendance et que le futur gouvernement de celles occupées par les Alliés serait fondé sur le principe du consentement des gouvernés. Alors faire attention, d'un côté on parle d'indépendance et d'autre part on parle de consentement. Et les Anglais commencent à trouver que tous ces effendis, comme on dit en Égypte, ou tous ces Levantins, comme on dit en Syrie, deviennent profondément exaspérants, d'autant plus que tout le monde sait que la France a plutôt une position antisioniste, et donc la France est en train de bénéficier d'un courant d'opinion extrêmement favorable dans les élites, puisque les Anglais commencent à être confondus avec le mouvement sioniste. Et ceci est aussi enclenché par le jeu des communautés arabes des deux Amériques, puisqu'à cause de l'importance de la diaspora arabe dans les deux Amériques, il n'y a pratiquement pas une grande ville des deux Amériques qui n'a pas un comité arabe et qui bombarde de télégrammes de protestation les diplomaties françaises, anglaises et américaines contre la déclaration Balfour. Tout ça, le problème est d'abord qui va gagner la guerre, bien évidemment, et le 18 juillet, c'est la fin de la seconde bataille de la Marne, avec l'arrêt de l'offensive allemande et le début des contre-attaques françaises, la bataille de Château-Thierry, et puis ensuite, le 8 août 1918, jour de deuil de l'armée allemande, selon l'expression consacrée, c'est le début de la grande offensive de Foch. Là, ce qui va différencier Foch de Ludendorff, c'est les camions. Foch va faire une offensive continue. À chaque fois que sur un secteur du front, l'offensive alliée s'arrête, elle recommence 2 jours après sur un autre facteur parce qu'on a eu le temps de faire ripper par camion les troupes. Là encore, une fois de plus, la supériorité alliée repose sur les avions, les tanks et les camions, c'est-à-dire sur le pétrole. Et ça permet de comprendre comment ce facteur pétrolier va devenir progressivement obsédant pour les décideurs franco-britanniques. Dès lors, tout s'enclenche comme prévu en quelque sorte. 15 septembre 1918, l'armée de Salonique prend l'offensive sous le commandement de Franchet d'Espéré et écrase la Bulgarie qui capitule, enfin qui demande l'armistice le 28 septembre, ce qui veut dire que la liaison géographique entre l'Empire ottoman et l'Allemagne est coupée. Le 19 septembre, c'est LNB qui entre à son tour en action et le front ottoman est disloqué, ce qui amène l'entrée de la révolte arabe à Damas le 30 septembre et toute la Syrie bascule dans la foulée puisque les troupes alliées sont le 26 octobre à Alep. En Mésopotamie, les Britanniques prennent plus tardivement l'offensive. Du coup, il y a une espèce de course pour eux, parce qu'il faudrait quand même qu'ils aient occupé le pays avant la fin de la guerre. Et en effet, le 31 octobre, les Ottomans signent l'armistice de Mudros, alors que les Britanniques ne sont qu'à 60 km de Mossoul. L'armistice stipule la reddition des forces ottomanes de Mésopotamie, mais il n'est pas clair dans la géographie si Mossoul est oui ou non en Mésopotamie, et les Ottomans refusent de céder Mossoul. Finalement,
ils sont contraints de s'incliner le 7 novembre et les forces britanniques occupent la ville. Alors, ceci est important puisque ça va ouvrir un dossier Mossoul qui va durer une dizaine d'années pratiquement, puisque les Ottomans puis les Turcs diront que puisque Mossoul a été occupé après l'armistice, la présence britannique est illégale, puisqu'il faudrait prendre en compte les positions des forces au moment de l'armistice. La révolte arabe n'a pas engagé d'effectifs considérables. Une vingtaine de milliers de combattants en 1918. Elle n'avait évidemment pas les moyens d'ébranler le front ottoman, mais a quand même joué un rôle conséquent, même si, selon l'expression anglaise, elle était a sideshow of a sideshow. Mais son importance réside d'abord dans son rôle politique. D'abord, on l'a vu pour contrer le Jihad min Germany, et ensuite dans l'inscription dans ce nouveau langage des relations internationales qui est le self-government et self-determination. Le personnel militaire et civil de la révolte arabe à la fin de 1918, il faut être clair, comprend une bonne partie de la classe politique arabe de l'entre-deux-guerres et au-delà. En fait, les gens qui sont à Damas en octobre 1918 vont faire toute la vie politique arabe jusqu'aux années 50. Donc c'est évidemment, même si c'est militairement faible, porteur, c'est eux qui détiennent l'avenir, en quelque sorte. Alors, il va résulter de cette affaire quelque chose d'assez terrible, finalement, c'est quand on y réfléchit. C'est que l'essentiel des soldats arabes de l'armée ottomane sont restés fidèles à l'Empire ottoman jusqu'à la fin. Par centaines, des centaines de milliers de conscrits sont restés ottomans jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'anciens combattants de l'armée ottomane. Il n'y aura pas de monument aux morts des Arabes de l'armée ottomane. Il n'y aura pas de souvenir de la participation arabe dans l'armée ottomane. Ce qui a été la vraie participation des Arabes dans la Grande Guerre va être oblitéré. Alors que cet épisode finalement quantitativement mineur, une vingtaine de milliers de combattants, va devenir dans le projet collectif l'élément de référence, la révolte arabe ou la révolution arabe, puisque le mot est utilisé, enfin, le mot arabe, fawra, signifie les deux. Les effectifs confondus dans l'armée ottomane, mais c'est la même chose que pour un soldat natalien, c'est-à-dire par désertion plutôt qu'autre chose. Et là encore, il n'y a même pas eu démobilisation de l'armée ottomane. Après Moudros, les soldats vont partir à pied, rentrer chez eux, tout simplement. Donc, vous voyez, des gens qui se trouvent en Anatolie ou dans le Caucase vont rentrer à pied vers la Syrie ou la Palestine sans aucune organisation ou quoi que ce soit. Alors, ça explique que dans la mémoire des gens du Proche-Orient, que, en fait, la vraie mémoire des populations, c'est le Sefer Belek, la mobilisation, c'est-à-dire ce mot valise qui va réunir toutes les souffrances des populations civiles et combattantes de la guerre. Et il y aura une mémoire des familles et une mémoire des États. Les États, eux, se revendiqueront de la révolte arabe, et les familles, elles, se rappelleront les souffrances. Mais ces souffrances qui ne sont pas liées à la révolte arabe. Il y a là un hiatus entre les deux. Alors, rappelons une fois pour toutes que l'homme dit malade, donc l'Empire ottoman, a réussi à mobiliser 2 millions d'hommes durant la Grande Guerre, ce qui est quand même un effort absolument colossal. Alors, à Londres, les rivalités entre administrations reproduisent la carte de leurs attributions géographiques. Ça, c'est le problème colonial. À chaque fois que vous créez des divisions coloniales, vous avez des administrations coloniales qui s'opposent entre elles. Alors, on essaye toujours de mettre des choses en ordre. Du côté français, on avait la commission interministérielle des affaires musulmanes qui permettait d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. Du côté britannique, on fait un Middle East Committee, comité du Moyen-Orient, ce qui montre que maintenant le terme Middle East, Moyen-Orient, est en train d'entrer dans l'usage courant. Sous la présidence de leur Curzon, Sykes en étant le secrétaire.
Le comité a tendance à vouloir constituer un vaste Moyen-Orient sous tutelle britannique en utilisant, si nécessaire, des pouvoirs locaux. Et donc, son but fondamental, c'est de remettre en cause ce qu'on appelle maintenant l'accord Sykes-Picot. Mais Sykes est le seul dans les milieux dirigeants britanniques à essayer de maintenir l'idée qu'il faut quand même accorder une part du gâteau aux Français. Et donc, dans ses derniers textes, puisqu'il va bientôt mourir, Sykes traite ses interlocuteurs au pouvoir de fashodaïsme, esprit de fashoda, et qu'il faut absolument éviter. Alors, dans cette affaire, il a quand même le soutien du Foreign Office, et ce sera toujours une constante. Les milieux coloniaux veulent la plus grande part du gâteau, mais le Foreign Office, lui, voit la nécessité d'une bonne entente dans l'avenir avec la France. Donc, c'est deux objets contradictoires. Alors, Balfour va même jusqu'à affirmer face aux Français qu'il n'y a pas d'accord Sykes-Picot, qu'il ne sait pas de quoi on parle. Et néanmoins, on ne peut pas empêcher les Français d'arriver, puisque le 7 octobre, les premières troupes françaises débarquent à Beyrouth. Pour elles, le commandement d'Allenby n'est qu'une formalité juridique sans valeur concrète. Dès lors, Allenby est amené à prendre la décision fatidique de diviser le Proche-Orient en 3 zones d'occupation militaire, en 3 OETA, qui évidemment n'ont qu'une signification purement militaire et pas du tout politique, nous sommes d'accord. Alors, vous avez l'OETA Sud, c'est-à-dire les Sanjaks d'Alexandre, de Jérusalem, d'Acre et Naplouse, c'est-à-dire en gros la Palestine. L'OETA Nord, c'est-à-dire la zone contrôlée par les Français, c'est-à-dire le mont Liban et le littoral depuis Acre jusqu'à Alexandrette, c'est-à-dire en gros une grande partie de l'ancien vilayet de Beyrouth. Mais quand, on le verra plus tard, en 1919, les Français vont occuper la Cilicie, c'est la Cilicie qui deviendra l'OETA Nord, tandis que le littoral et le mont Liban deviendront l'OETA Ouest. Et enfin, vous avez l'OETA Est, qui est tenu par les chérifiens, c'est-à-dire la Transjordanie et la Syrie intérieure, mais les troupes britanniques stationnent à l'intérieur de l'OETA Est. En plus, les Américains font comprendre aux Français et aux Anglais que c'est fini, qu'il faut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le jargon local. Donc, sous pression américaine, les Français et les Britanniques font une déclaration commune le 7 novembre 1918. Le but qu'envisage la France et la Grande-Bretagne en poursuivant en Orient la guerre déchaînée par l'ambition allemande, c'est l'affranchissement complet et définitif des peuples très longtemps opprimés par les Turcs et l'établissement de gouvernements et administrations nationaux puisant leur autorité dans l'initiative et le libre choix des populations indigènes. Pour donner suite à ces intentions, la France et la Grande-Bretagne sont d'accord pour encourager et aider l'établissement de gouvernements et d'administrations indigènes en Syrie et en Mésopotamie, actuellement libérés par les Alliés, ou dans les territoires dont ils poursuivent la libération, et pour reconnaître ceux-ci aussitôt qu'ils seront effectivement établis. Loin de vouloir imposer aux populations de ces régions telle ou telle institution, elles n'ont d'autre souci que d'assurer par leur appui et par une assistance efficace le fonctionnement normal des gouvernements et administrations qu'elles se seront librement données. Et bon, ça continue dans ce genre. Alors, on est toujours dans les ambiguïtés des termes, puisque déjà l'accord de Sykes-Picot prévoyait la constitution de un ou plusieurs États arabes. Et d'un côté, on parle de consentement des populations, de l'autre côté, on parle d'administration indigène, mais pour les Français et les Britanniques, il peut y avoir administration indigène à condition qu'elle soit encadrée par des conseillers français ou britanniques. En plus, problème, c'est le mot Syrie. Dès la publication de la proclamation, les notables de Jérusalem sont allés voir le gouverneur britannique de Jérusalem et lui ont demandé si la Palestine faisait partie de la Syrie.
Et du coup, le gouverneur qui était Storrs n'a pas vu malice, il a répondu oui. Alors à ce moment-là, les notables ont dit dans ce cas-là, la proclamation s'applique à la Palestine. Et ça, les Anglais étaient brusquement très embêtés parce qu'ils n'avaient pas compris que la Palestine était aussi concernée par la dite proclamation. Alors tout ça, évidemment, permet déjà de comprendre, une fois pour toutes, qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les différents engagements alliés pris entre 1915 et 1916. C'est-à-dire Sykes-Picot, lettres, correspondance Hussein-McMahon, etc. Mais qu'à la fin de 1917, on a changé la règle du jeu. Et qu'on est passé d'un système de négociation impérial ou impérialiste dans lequel on se crée des zones d'influence, on se partage les territoires, à un nouveau système de relations internationales fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est là où réside la contradiction. Pas dans les textes précédents, mais dans les deux systèmes de référence qui sont utilisés successivement durant la guerre. Et encore une fois, comme les événements se précipitent, les gens ne comprennent pas qu'ils ont changé de système de référence, d'où la complexité de la lecture des textes. Mais de toute façon, tout va se jouer sans que personne ne le sache le 1er décembre 1918, quand Clemenceau va à Londres pour rencontrer Lloyd George pour discuter de la paix à venir avant l'arrivée de Wilson, qui va arriver dans les jours qui suivent à Londres. C'est un entretien sans témoin. Alors, on a deux versions de cet entretien qui sont exclusivement consacrées dans le journal de Henke, qui est le secrétaire du cabinet de guerre britannique, et qui lui renvoie à ce que lui a dit Lloyd George. Alors, la version la plus longue est celle du 11 décembre 1920, donc je vais vous la lire. Clemenceau et Foch ont traversé la mer après l'armistice et on leur a donné une grande réception militaire et publique. Lloyd George et Clemenceau ont été conduits à l'ambassade de France. Quand ils furent seuls, Clemenceau dit « Bien, de quoi devons-nous discuter ?»« De la Mésopotamie et de la Palestine, répondit Lloyd George. »« Dites-moi ce que vous voulez, demanda Clemenceau. »« Je veux Mossoul, dit Lloyd George. »« Vous l'aurez, a dit Clemenceau. »« Rien d'autre ?»« Si, je veux aussi Jérusalem, a continué Lloyd George. »« Vous l'aurez, a dit Clemenceau. » Mais Pichon, c'est-à-dire le ministre français des Affaires étrangères, fera des difficultés pour Mossoul. Et Henke conclut, il n'y a absolument aucune trace écrite ou mémorandum fait sur le moment. Et je crois que mon journal contient la seule trace écrite. Et elle est de seconde main, venant de Lloyd George, puisque je n'étais pas présent. Cependant, en dépit de grandes pressions de la part de ses collègues et de toutes sortes de parties concernées, Clemenceau, qui a toujours été inflexible, ne revint jamais sur sa parole, et je suis bien placé pour dire que Lloyd George ne lui a jamais laissé l'occasion. C'est ainsi que l'histoire est faite, et c'est ainsi qu'en quelques secondes, toute l'histoire du Proche-Orient a changé. Alors, il faut revenir un peu en arrière, et géographiquement, on va se décaler vers l'Est pour voir ce qu'on oublie toujours durant la Grande Guerre, ce qu'on peut appeler le désastre persan. Car la Perse est vraiment un théâtre d'opération de la Grande Guerre complètement oublié aujourd'hui. L'État persan en 14 est en complète banqueroute et ne vit que d'emprunts auprès des Britanniques, des Russes et des Belges. Une bonne partie du territoire de la Perse est en état d'insoumission. Tout le nord du pays est occupé par les troupes russes et évidemment, on est en plein grand jeu, c'est-à-dire entre l'opposition entre Britanniques et Russes. Certains Persans tentent de maintenir une certaine forme d'indépendance en jouant les Britanniques contre les Russes ou inversement. D'autres, au contraire, s'en tiennent à l'alliance avec l'une des forces étrangères. La Révolution et le mouvement constitutionnaliste apparaissent comme des adversaires de la Russie
qui soutient un retour à l'autocratie impériale, mais les libéraux ne peuvent, pour des raisons d'alliance européenne, obtenir l'alliance de la Grande-Bretagne. Ils sont donc dans une ligne nationaliste contre toutes les ingérences étrangères, mais n'ont pas les moyens concrets pour l'appliquer, d'où la tentation de se tourner vers l'Allemagne pour libérer le pays contre les autres ingérences. En juillet 14, le jeune Ahmad Shah accède à la majorité et est couronné souverain, mais sa jeunesse est encore un facteur supplémentaire d'affaiblissement de la monarchie. Les Britanniques sont avant tout soucieux de protéger leur exploitation pétrolière dans le sud des pays et de maintenir toutes les régions du Golfe sous leur hégémonie. Toujours la protection de la route des Indes. Il y a une forte présence britannique en dehors du pétrole, mais cela reste un facteur secondaire. Alors, la neutralité persane est évidemment un mythe. L'armée ottomane pénètre en Perse pour chasser les Russes et l'armée ottomane donc occupe une grande partie de l'Azerbaïdjan, donc la région turcophone de la Perse. Les Russes se opposent à cette progression, renforcent la présence militaire et en particulier renforcent la brigade cosaque, de cosaques persans, mais encadrée par les officiers russes, qui sert un peu de dernière ligne de défense du gouvernement et surtout de la monarchie persane. Les Britanniques, comme ils voient que les Cosaques sont du côté des Russes et que de toute façon c'est le désordre total, pour protéger les régions du Golfe, ont créé leur propre unité militaire, donc les fusiliers du sud de la Perse, le South Persian Rifles, ici, donc il y a une armée financée par les Russes, la brigade cosaque, qui est devenue une division, et une armée financée par les Britanniques. Alors, les Britanniques sont prêts à proposer au gouvernement persan, s'il y va du bon côté, de céder les villes saintes chiites de Najaf et Karbala à la Perse. Mais après les Dardanelles, il n'en est plus question. Les Jihad Min-Jamani a certaines réussites en Perse, puisqu'un diplomate allemand, le fameux Wasmus, va lancer une grande révolte de tribal contre les Britanniques et les Russes en Perse. On l'appellera le Thiel-Lorenz allemand. Et à un moment, les troupes de Wasmus menaceront les champs pétrolifères tenus par les Britanniques. Donc c'est un désordre à peu près total sur lequel je ne m'étends pas, mais vous allez comprendre que la révolution russe va bouleverser la donne. Le gouvernement provisoire exprime sa sympathie pour les nationalistes persans et renonce publiquement à toute ingérence en Perse. Ce qui fait que les Britanniques sont maintenant les seuls à attirer à eux toutes les inimitiés des nationalistes persans. Une des premières décisions de Lénine, ensuite, est de dénoncer l'accord anglo-russe de 1907 qui divisait la Perse en deux zones d'influence. Dans les régions de la Caspienne, il y a une insurrection populaire qu'on appelle le mouvement Jangal, qui est à la fois un mixte de vieux millénarisme chiite et de socialisme révolutionnaire, parce que tout peut se mélanger à l'époque. Alors, tout ça va se concentrer ensuite sur le problème du Caucase, car à partir de l'effondrement russe, les troupes russes non seulement évacuent l'Iran, mais elles évacuent le Caucase à partir de la fin 1917, début 1918. Et donc les Britanniques vont tenter d'accéder au Caucase avant les Ottomans. Et c'est donc la fameuse mission d'Unsterville qui va arriver jusqu'à Bakou pour contrôler le Caucase ex-russe.